Écoutez, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, et c'est que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner les plus amples détails des communiqués. Monsieur le ministre, on va terminer cet exercice, mais il y a quand même une question pendante, c'est la question des impôts. Parce qu'on peut tous se souvenir et ce qu'il faut ajouter, c'est que ces communautés ou les membres de notre communauté meurent avec les autres. Absolument, les présidents de la République. Ils versent leur sang avec les autres. Récemment encore, au mois de février ici, il y a un colonel qui a été abattu sous les balles de l'armée rennaise. Son corps est ici à la main. Donc, nous sommes présents dans les institutions et dans la vie nationale, de manière générale. Je ne parlerai pas de ceux qui sont dans le commerce. Il y en a qui font du commerce de vaches, qui circulent avec leur bétail un peu partout de la République. Et si certains, effectivement, peuvent rencontrer des problèmes, parce que ça peut aussi, qu'ils soient en face de certains extrémistes qui leur causent des problèmes, véritablement. Mais tout cela, ça revient à ce que disait tout à l'heure le ministre, ça, ce sont des questions que notre pays, notre État, doit résoudre et est en train de résoudre. C'est pourquoi vous voyez que, au plus haut niveau de l'État, le chef de l'État lui-même se mouille le maillot pour en parler, pour éviter que nous tombions dans le piège qui nous est tendu, en disant, ce sont des compatriotes. Ils meurent au front avec nous, avec les autres communautés de la République, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre notre pays. Et c'est ça, finalement, le sens même de l'unité nationale. C'est ça le sens de la cohésion nationale. Et ce n'est que de cette façon que nous bâtirons un État fort au cœur de l'Afrique. Voilà. Je la pose monsieur le ministre de la Communication immédiate. Monsieur le ministre, puisque l'actualité oblige, la présidence angolaise a annoncé aujourd'hui mardi la prochaine ouverture de négociations avec nos frères et nos compatriotes des autres communautés. Nous ne voulons pas servir de marchepied. Nous ne voulons pas servir de prétexte aux agendas cachés d'un pays voisin. Parce que nous n'avons pas été associés à ce projet. Et nous nous inscrivons en faux. Et si d'aventure il y a des membres de notre communauté, parce qu'il y en a, qui travaillent effectivement avec eux, mais c'est à leur titre, je veux dire, c'est à titre personnel. Ils n'engagent en rien les communautés dont ils sont originaires. Ils n'ont pas le mandat de parler au nom de ces communautés à cause des aventures personnelles, de recherche de positionnement, de recherche de gains personnels. Qu'ils engagent toute une communauté à tel point que aujourd'hui, on verse dans une forme de globalisation ou même de criminalisation de toute une communauté en disant oui, vous êtes avec ces gens. Et j'attire l'attention ici. Parce que c'est ça le piège du Rwanda. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent nous venons pour protéger cette communauté, ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « Ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Donc nous allons être rejetés par les autres communautés
Et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine, vont aller jusqu'à faire des exactions contre cette communauté. Et le Rwanda viendra en disant, voilà ce que je vous disais. N'est-ce pas la preuve que cette communauté est maltraitée? N'est-ce pas la preuve que cette communauté est discriminée, qu'elle est stigmatisée? Parlons de la discrimination de cette communauté. On va essayer par là. Parce que c'est non sans émotion que je vous parle. Et vous pouvez le comprendre. Je suis ministre d'État dans ce pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres d'État. Avant moi, il y a eu même des vice-présidents, un vice-président. Il y a eu des vice-ministres. Il y a eu des élus, membres du bureau de notre Parlement. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos. Parce que notre communauté a toujours été représentée, je ne peux pas dire dans toute l'histoire, mais je vous ai compté, je vous ai dit que dans les années 70, nous avions un élu. Et plus tard, il y a eu peut-être un vide pendant un moment de temps, mais plus tard, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères ici. Et tout ce que je viens les fonctions que je viens de citer. Donc, la représentativité de notre communauté est une réalité aussi. Ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, des problèmes de cohabitation avec certaines communautés, ou peut-être même ici à Kinshasa. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque notre pays est agressé, lorsque notre pays est attaqué, mais il y a une forme de révolte ici, à Kinshasa. Et lorsqu'on voit dans la rue quelqu'un qui se promène avec mon faciès, on dit Atalaba Wade Bango. Donc cette confusion qui vient dans le chef de notre population, mais quelle en est la cause? C'est d'abord les attaques. C'est d'abord l'agression. L'élément déclencheur. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de ne pas verser dans ce piège qui nous est tendu. Ce piège qui nous est tendu, qui tend à nous diviser, qui tend à exploiter nos conflits, à exploiter nos divergences internes pour servir des agendas que la plupart de ceux qu'on utilise ne connaissent pas. Voilà le danger qui nous quitte. Je vais peut-être m'arrêter là. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'était lent parce que j'avais prévu dans cet exercice que c'était un meeting particulier. Je voudrais, avant que nous puissions prendre les questions de professionnels des médias, revenir sur ce que le président de la République disait à ces sujets, à ces mêmes endroits où nous sommes, le 22 février 2024. Seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, a pu de l'unité et des périmètres de civils. C'est un rappel que nous faisons tous les jours. C'est un rappel qui est très très important parce que, comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo est un pays rempli des minorités, mais nous formons tous un seul pays. 26 égale 1, 145 égale 1, comme vous tous le savez. Nous avons commencé, monsieur le ministre d'État, la série de questions. Il y en a beaucoup quand même. Il y a des préoccupations pour lesquelles nous solliciterons vos éclairages parce qu'il est important que notre population qui nous suit à travers cet exercice comprenne justement la sensibilité du sujet et la nécessité pour elle de faire toujours la démarcation entre ceux qui sont
les bourreaux et ceux qui sont des dommages, parce que malheureusement votre communauté est stigmatisée et cette stigmatisation faite par le président Kagame vous expose, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, aux yeux des autres communautés. Mais c'est pour ça que nous faisons cet exercice, pour que les uns et les autres puissent comprendre et faire la nuance sur ces questions et nous préserver d'être considérés comme un pays où il y a une discrimination contre une communauté. Monsieur Amédée Morin, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Amédée Morin, Finance et Entreprise. J'aurais deux questions d'actualité au ministre Myriam. Excellence, on assiste ces derniers temps à une véritable croisade de Rwandais, de Paul Kagame dans les médias américains, où on entend la même rhétorique mensongère pour justifier sa présence ou non en République démocratique du Congo. Mais on observe que de votre côté, c'est silence radio. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour contrer cette croisade dans les médias américains avec la rhétorique mensongère que vous connaissez. Alors la deuxième question, Excellence, c'est il y a le Parlement rwandais qui a pris une résolution le 6 mars, c'est tout récent, sur les causes profondes de l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Alors, pour être beaucoup plus précis, j'aimerais lire cette résolution. C'est une quinzaine de résolutions que le Parlement rwandais a pris. Et la première résolution dit ceci. Les causes profondes de la persistance de l'idéologie du génocide à l'est de la RDC et ses conséquences directes sur les Rwandais sont enracinées dans l'héritage colonial. La délimitation arbitraire des frontières a fait en sorte qu'un grand nombre de personnes parlant la langue ignorante se retrouvent, soit devenus des citoyens de l'actuelle RDC. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez être complété par le ministre Lemineta qui a commencé à effleurer cette question quand il a pris la parole. Merci. Nous sommes dans notre droit de regarder ce que font les ennemis, mais il faut surtout être vigilant à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais n'ont jamais été autant dans une mauvaise posture. Et que la contre-offensive, entre guillemets, si les gens veulent la considérer comme telle, parce que ça se fait en rapport de mensonges aux États-Unis, ne vient qu'en réaction. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, celui qui est considéré comme le numéro 2 du régime, qui a été de triste mémoire chef d'état-major de notre armée en 1997, a été sanctionné par les Américains. Il est ministre d'État en fonction. Il a été sanctionné. Et vous avez suivi, le président de la République avait fait une interview au New York Times où il avait parlé de cette idée de voir comment attirer plus d'investissements américains dans notre secteur minier dans le cadre de la stratégie de la diversification. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consistent à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres notamment au niveau du Capitole Hill au Congrès où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit qu'est-ce que vous faites en RDC? Qu'est-ce que vos militaires font en RDC? Il y a des problèmes de gouvernance, et il y a un massacre de communautés, etc. Mais la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous faites en RDC? Quitter le territoire, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas eux qui vont venir régler le problème de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre les communautés. C'est ça les messages qu'ils entendent dans Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Parce que, regardez bien, s'il vous plaît, vous pensez que c'est sur quelle base que les Américains ont pris la décision de sanctionner James Kalaray? Est-ce que les Américains, en prenant cette décision, ne savaient pas, ne connaissaient pas le narratif rwandais? Vous êtes sûr? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est motivée. Il faut lire ce qui est écrit lorsque James Kalaray est sanctionné. Dans la posture actuelle où tous les pays du monde, un par un, commencent à prendre des sanctions, les sanctions qui, pour nous d'ailleurs, sont arrivées un peu plus tard, après les condamnations,
est illustratif du ras-le-bol, du comportement du président rwandais. Alors moi je veux bien que les compatriotes puissent être sensibles sur les gesticulations de nos adversaires, mais il faut bien lire et bien interpréter le travail que nous faisons avec le président de la République en tête. Vérifiez, regardez, vous tous vous avez vu, M. Boulot, ce que le président Trump a choisi pour être l'envoyé spécial de l'ONU. Et lorsque vous lisez les articles qui annoncent tous, en toile de fond, parle du diminué de la discussion. Alors, lorsqu'on veut parler à ce niveau-là des intérêts stratégiques à la fois américano-congolais, mais qu'est-ce que les Rwandais viennent faire là? Au contraire, le président Kagame, il essaye, on sait comment il opère à travers des groupes pour essayer de se trouver une place dans ces débats, mais il n'a pas de place justement dans ce débat qui doit se faire entre la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Et donc ici, il faut savoir que c'est eux aujourd'hui qui ressentent le plus des besoins d'aller s'expliquer dans le monde entier. Vous voyez les gesticulations du ministre des réseaux sociaux, on veut aller à Bruxelles, on veut aller, mais regardez les mépris avec lesquels ils réagissent dans les communiqués lorsqu'ils sont sanctionnés. Mais les personnes qui sont sanctionnées aujourd'hui se retournent vers les personnes qui leur ont imposé des sanctions pour aller expliquer quoi? Que ce genre-là ne savait pas avant la prise des sanctions. C'est évident qu'ici, ils sont dans une stratégie des manipulations habituelles, une stratégie de désespoir, parce qu'ils savent que des sanctions massives arriveront. En tout cas, tant qu'ils garderont leurs troupes sur notre sol, cela va arriver parce que là, c'est violer toutes les règles internationales en la matière, et surtout que vous suivez quotidiennement les crimes de guerre. On attaque des malades dans les hôpitaux, on les kidnappe, on les tue, on attaque les écoles, mais tout ce qui se fait là, le monde entier voit. Je ne vois pas les discours que le président rwandais et ses bureaux supplétifs peuvent ressasser matin, midi et soir, qui va changer la réalité qui est vécue sur les terrains, celle des massacres systématiques. Et donc, les Congolais, partout, nous sommes devant avoir confiance. Parce que lorsque nous vous parlons de la combinaison de tous les fronts, ça produit des résultats. Et donc, même sur les terrains où ils sont supposément censés être, nous y étions, j'étais les premiers, moi, à faire les débats avec Mme Ramayad d'Atlantic Council, peut-être parce que c'était en anglais, les uns les autres ne sont pas suivis, n'ont pas pu suivre. Et donc, il y a, on ne vous dira pas, il y a des initiatives en cours, des interviews en cours de préparation qui vont aller à tous les niveaux, parce que les médias constituent pour nous un front à part entière. Donc, de ce point de vue, soyez plutôt rassurés qu'un mensonge, à force d'être entendu, ne deviendra jamais vérité. Sur les deuxièmes volets de votre question que le ministre d'État effleurait, je serais d'ailleurs heureux qu'il puisse me compléter à ce sujet. Nous savons qu'en réalité, le plan du Rwanda, derrière tous les faux prétextes aujourd'hui, c'est de réussir à couper une partie de la RDC. Alors, on essaie de deux manières. Soit qu'on l'occupe avec nos militaires en imposant la terreur telle qu'ils l'ont fait, pensant que la communauté internationale, ou d'abord nous-mêmes les Congolais, on ne serait pas vigilants, on se laisserait faire. Comme ça, ils consacrent la balkanisation physique de fait. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Dans les territoires occupés, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils brûlent les archives. Ils brûlent les archives, ils font des redistributions de terres et ils pensent même repeupler. Mais c'est quoi le plan? Et c'est ce qui est en cours. Et tout le monde le sait, parce que c'est que je vous dis, si vous lisez un article qui est sorti il y a quelques semaines de Michael Arond, elle s'appuie sur des commentaires qui sont faits par les experts des Nations Unies. Et nous avons ces éléments, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a déjà abordé en conseil, et nous sommes déjà revenus dessus. Alors, la messe qui est dite, la fausse messe qui est dite au niveau du Parlement rwandais, c'est encore une fois du vernier. Je pense qu'ici, le gouvernement rwandais tient à tout prix à garder son opinion avec elle, en disant que nous avons des problèmes de sécurité. Parce que là-bas, on massacre les Tutsis, encore que le ministre d'État l'a déjà dit ici, quelle que soit la nature de problème qu'il peut y avoir en RDC, eux n'ont pas le droit d'intervenir. Nous avons les Bazongo ici, nous avons les Bateke, nous avons des tribus transfrontalières. Est-ce que s'il y a un problème avec les armées
dans l'ex-Équateur là-bas, est-ce que le président Touadéra doit intervenir? Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un plan malsain qui est concocté et on veut se donner tous les arguments pour venir les justifier devant la propre opinion rwandaise qui commence à se distancer de leur régime. C'est parce que les citoyens rwandais n'ont pas le droit à la parole. Mais si on leur devait donner la parole, je ne suis pas sûr qu'ils embrasseraient tout de suite les schémas ourdis par leur président. Un schéma où on veut commencer à perpétuer des mensonges avec des sénateurs qui ne se gênent pas devant des médias publics de venir tenir des propos qui attaquent les femmes dans ce qu'elles ont de plus précieuses, qui sont victimes des agissements de leur armée. Vous voyez la structuration d'un régime si barbare et qui pense pouvoir se pérenniser ici, soit par eux-mêmes, soit par des supplétifs. C'est cela le plan, et c'est pourquoi nous sommes debout. C'est pourquoi les Congolais nous sommes télémas. C'est pourquoi toutes les communautés de la RDC, y compris la communauté du ministre d'État, dit non et se mobilisent justement pour mettre fin à ces plans malsains d'occuper une partie de notre territoire et de revenir sur les tracés coloniaux. C'est vous dire que tout ce qu'ils utilisent comme prétexte de discours de haine, etc., ce ne sont que de prétextes mensongers. Les vraies raisons sont celles-là. Monsieur le ministre d'État. Je crois que vous avez pratiquement tout dit sur la question, mais moi je voudrais insister sur le fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une jungle, où chacun peut se lever, un État peut se lever et fouler aux pieds les règles internationales impunément. Les relations entre États sont définies par, justement, des règles internationales. Et donc, ici, on ne peut pas comprendre. Il y a des exemples dans l'histoire, d'ailleurs. On ne peut pas comprendre que ce soit un État étranger qui vienne faire l'avocat d'une communauté dans notre pays. Si les communautés de ce pays-là, d'un pays donné, mettons la RDC ici, puisqu'on parle du cas de Tutsi, si les Tutsis s'étaient levés pour dire nous voulons une autodétermination parce que nous ne sommes pas acceptés en RDC, nous sommes... alors, cette autodétermination, c'est celle-là qui peut créer ou engendrer, comme dans le Soudan du Sud, vous savez que le Soudan avant était un seul pays, mais ce que vivaient les Noirs du Soudan a poussé ce peuple-là à s'autodéterminer. Vous comprenez? Mais ici, en République démocratique du Congo, ce qui est étonnant, ce n'est pas la communauté congolaise qui peut avoir des problèmes, qui demande une autodétermination. Il s'agit d'un autre pays qui vient, qui dit non, cette communauté-là vous devez, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Peut-être que vous ne l'avez pas souligné. Ce qu'il y a derrière ce que le Parlement a pris comme résolution, ce sont des visées territoriales. Ce sont des visées pour dire que puisque ces populations se sont retrouvées de l'autre côté de la frontière à cause des limites fixées par la colonisation, eh bien, nous voulons récupérer ces espaces dans lesquels ils vivent. C'est ça qu'il y a derrière, c'est ça l'agenda. Le véritable agenda, c'est celui-là. Et maintenant, on commence à utiliser des mécanismes nationaux, passant par le Parlement, une résolution, pour que demain, on puisse passer véritablement à l'action. Donc c'est ça le but. Vous comprenez? Alors, nous disons qu'il n'y a pas, en République démocratique du Congo, des espaces ou des personnes, ou des communautés qui ont décidé qu'elles puissent être récupérées par le Rwanda, ou que leurs espaces puissent être récupérés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en parlant que des Tutsis, que les Tutsis ne vivaient pas seuls, même dans l'époque coloniale, ou l'époque des royaumes et des empires.
Si tant est qu'ils vivaient dans ces parties, dans ces espaces, Rutshuru, Massissi, ils n'étaient pas seuls. Et donc, lorsqu'on parle de, même si on le fait, dans l'impossible, je suis dans l'impossible où il y aurait quelqu'un qui voulait le faire, mais ce n'est pas que une communauté qui vit avec les autres, qui dit, moi, je décide que, voilà, je veux m'autodéterminer. Non. Ils étaient avec les Hutus, ils étaient avec les Nyanga, ils étaient avec les Oumé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ceux de notre communauté qui veulent servir ces intérêts-là ne pourront pas y arriver parce qu'il y a les autres communautés qui ne vont pas les rejoindre dans cette démarche. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, c'est tout simplement invraisemblable. Voilà pourquoi on utilise la terreur. Voilà pourquoi on utilise la force armée pour faire taire ceux qui osent lever le doigt ou lever la bouche pour pouvoir dire le contraire de leur agenda. C'est ça.